comment la réaliser dans le sens que l'entend la Commission européenne quand elle dit de s'épanouir dans son propre territoire sans avoir à se déplacer pour s'épanouir. Donc, comment on y arrive quand on a montagne, on a de la ruralité, on a des métropoles tous ensemble. Donc on va en parler aujourd'hui tout de suite avec nos invités. Je vous les présente. Donc Monsieur Yves Le Breton qui est directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci pour être là. Monsieur Louis Nègre qui est maire de Cagnes-sur-Mer, c'est un ancien sénateur et qui est président délégué de la métropole Nice-Côte d'Azur. Annie Genevard, madame, bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée du Doubs. Voilà, là aussi une zone transfrontalière. Après, Patrice Vergrit, qui n'est pas encore connecté avec nous, mais qui devra nous rejoindre, qui est maire de Dunkerque et président délégué de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et Patrick François, qui est avec nous, directeur interrégional Grand Est pour la Caisse des dépôts. Bonjour, monsieur. Et Alexandre Cassaro, qui est maire de Forbach, mais surtout il sera parmi nous en tant que représentant des villes de France. Bonsoir. Monsieur Le Breton, je viens vers vous. Vous êtes le directeur de cette nouvelle-née, on pourrait dire, Agence nationale de la cohésion territoriale, mais pas autant de nouvelles que ça. Vous avez quand même des aïeuls qui s'appellent Datar, qui s'appellent CGET. Alors les gens s'interrogent. Qu'est-ce qu'il reste du CGET? Qu'est-ce qui reste de la Datar? Quels sont vos plans? Qu'est-ce que ça veut dire cohésion? Éclaircissez-nous. C'est à vous pour 7 minutes, je vous en prie, parce qu'on va faire plusieurs tours de parole. Super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais saluer évidemment les élus parties prenantes de cette table ronde et puis tous les participants à ce Borders Forum. Alors, comme vous le disiez, l'Agence nationale de cohésion des territoires, elle est récente, toute jeune, puisqu'elle est créée au 1er janvier 2020, mais elle est héritière d'une longue tradition administrative. Et vous avez fait allusion notamment à la Datar, hein, et nous sommes particulièrement fiers de cette filiation. En revanche, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, je souhaite faire le distinguo entre les deux logiques qui prévalaient à l'époque de la Datar et celles qui prévalent aujourd'hui, qui ont prévalu lors de la création de l'ANCT. La Datar, c'est les années 60, une époque où la France reste un État très centralisé, avec une vision du territoire qui est projetée depuis Paris vers les collectivités. Et ça a été un moment très important dans l'histoire de l'aménagement du territoire de notre pays, avec de vraies réussites. Mais depuis la création de la Datar, beaucoup de choses se sont passées, notamment 4 décennies de décentralisation depuis les années 1980. Et donc, le chef de l'État, en lien d'ailleurs avec plusieurs associations d'élus, a souhaité tenir compte de cette évolution pour créer l'ANCT qui part d'un postulat différent. L'idée, c'est que les territoires ont des projets, les territoires ont une vision de leur avenir, et l'État est là aussi pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets, de ces programmes. Et c'est toute la raison d'être de l'ANCT, c'est d'être au service des collectivités territoriales, en plein appui sur l'État territorial, puisque la France, république décentralisée selon notre constitution, reste un pays où l'État joue un rôle dans les territoires, au travers notamment des préfets. Les préfets de département sont les délégués territoriaux de l'agence, et c'est au plus près donc des territoires que l'ANCT doit pouvoir exercer son rôle. Alors, si on prend la problématique particulière du frontalier, puisque c'est le thème de ce Borders Forum, et moi je suis très heureux de participer à une table ronde qui s'intitule qui liste les territoires, donc métropole, montagne, ruralité, puisque tous ces territoires sont des territoires prioritaires pour l'action de l'ANCT. Qui donc est organisé pour appuyer les projets, notamment des collectivités qui ont un besoin en matière d'ingénierie qu'elles n'arrivent pas à satisfaire. Et ce besoin en ingénierie, il faut pouvoir le satisfaire en faisant appel à plusieurs partenariats. Et je suis notamment heureux de constater la présence du directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires, puisque la Banque des Territoires est un des partenaires importants de l'agence. Mais dans la conception même de son action, l'agence est ouverte aux collectivités territoriales. Je salue la présence de Madame Genevard, en tant que notamment ancienne présidente de l'association des élus de la montagne, de l'ANEM, puisque l'ANEM est partie prenante de notre conseil d'administration. Et donc, si on prend la problématique particulière du frontalier, qui est
dans les statuts même de l'ANCT, hein, aussi bien la loi qui crée l'agence que son décret d'application cite en toutes lettres les sujets frontaliers. Eh bien, l'agence est là pour appuyer donc les projets de ces territoires frontaliers, aussi bien en tenant compte de leurs contraintes que de leurs opportunités. Les opportunités, elles sont souvent nombreuses, hein, liées aux mouvements de population qui peuvent exister entre les deux côtés d'une frontière, entre le dynamisme différencié d'un territoire à l'autre. Les contraintes aussi sont fortes, on les connaît. Ces contraintes, elles sont parfois liées justement à ces différences de développement, au fait que un territoire d'un côté de la frontière est un territoire de développement économique, de création d'emplois, quand l'autre territoire, lui, est plus un territoire de résidence. Hein, et ça fait partie des sujets que les collectivités locales françaises, je pense notamment au nord de la Lorraine, par exemple, doivent pouvoir traiter aujourd'hui. Et l'ANCT se doit d'être à leur côté pour appuyer cette problématique. Si on prend les contraintes aussi, parfois, paradoxalement, pour le frontalier, c'est la disparition de la frontière. Nous sommes engagés avec la commune de Modane, par exemple, en Savoie, sur la réflexion que cette commune souhaite engager sur son projet de territoire, lié notamment à la disparition d'une frontière qui était créatrice en elle-même d'activités économiques et qui, avec les accords de Schengen, évidemment, a perdu sa réalité. Et donc, il faut repenser le développement local en fonction d'une analyse des atouts et des handicaps. Donc autant de sujets sur lesquels l'agence est pleinement engagée. Enfin, pour finir cette petite introduction très rapide de mon propos, puisque nous sommes plusieurs à devoir nous exprimer, je voulais juste aussi rappeler que la MOT, l'association qui organise ce Borders Forum, et je dirais un partenaire historique de l'ANCT, puisqu'avant même l'ANCT, la DATAR donc, a été à l'origine de la création de la MOT. C'est dire que cette question du frontalier est depuis longtemps donc, à l'esprit des dirigeants français et que c'est depuis longtemps un sujet d'intérêt pour les autorités de l'État. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire pour ouvrir cette table ronde. Revenir vers vous, évidemment. On va aller vers Monsieur Nègre. Monsieur Nègre, vous êtes maire de Cagnes-sur-Mer et président délégué de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors, il y a une question qui m'intéresse dans votre cas parce que vous êtes avec une ville comme Nice, mais une partie transfrontalière importante, c'est une zone qui est montagne. En plus, on dit toujours, vous êtes ville, vous êtes métropole, vous êtes puissant, vous êtes hyper fort, vous êtes rural, vous êtes plus fragile. Alors que Nice est, je pense, le cas d'une ville qui est métropole, mais qui est aussi fragile et doit se organiser avec un territoire de montagne. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur, et je salue tous mes collègues, à commencer par Patrice, que j'ai fait venir à Nice pour une autre discussion sur laquelle on n'était pas d'accord, mais c'est ça la diversité et la démocratie. Très bien de nous retrouver autour de cette table, justement, grâce à ce forum. Alors, c'est vrai, Nice est une ville un peu particulière puisqu'on a 350 000 habitants à Nice et la métropole fait 550 000. On a là un ingrédient, un mélange de choses extraordinaires. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un mélange entre l'urbain, mais dense, c'est la Côte d'Azur, c'est la partie urbaine, et nous avons une partie rurale, voire montagneuse, y compris avec un parc national, c'est le parc national du Mercantour, qui d'ailleurs touche le parc national italien. Et donc, nous avons cette chance-là. Alors, pour résumer un tout petit peu, on n'a que 8 communes littorales, nous, au niveau de la métropole, sur 49 communes. Nous en avons 19 qui sont rurales et agricoles. Et surtout, là donc, la grande majorité de nos communes sont 32 communes classées montagne, avec des stations de ski alpin et nordique. On a la coutume de dire chez nous que si vous êtes un peu courageux, vous pouvez vous baigner dans la Méditerranée le matin, prendre la voiture et 1h30 après, vous vous retrouvez à Oran, à Isola. Bref, bénéficier effectivement d'un secteur géographique extraordinaire. Christian Estrosi, que je vous prie d'excuser, malheureusement, qui était retenu par ailleurs, Christian Estrosi a eu une vision
de cohésion. N'oubliez pas qu'il a été ministre de l'aménagement du territoire. Et à ce titre-là, il avait une vision qui englobait au-delà du bord de mer, du littoral et de l'urbain, les autres communes. Et c'est donc d'abord, la métropole de Nice-Côte d'Azur est d'abord un espace concret de solidarité entre l'urbain et le rural. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour avoir été à l'origine, dès le départ, de ce qui était au départ qu'une communauté d'agglomération, puis une communauté urbaine, et puis désormais une métropole, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons davantage de communes qui veulent rentrer dans la métropole de Nice-Côte d'Azur que d'en sortir. Personne ne veut en sortir. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, la métropole a une puissance de feu extraordinaire, et dès lors qu'il y a cette solidarité réelle, concrète, opérationnelle, à ce moment-là, les communes rurales, les autres communes, trouvent un bénéfice à se retrouver avec nous. Et nous, avec eux. Pourquoi? Des exemples très concrets. On a une dotation de solidarité métropolitaine qui, chaque année, est distribuée justement vers ces communes-là. La seule commune qui ne la touche pas, c'est Nice, volontairement, pour marquer cette volonté de solidarité. Nous avons un conseil des maires, nous avons été les premiers à établir un conseil des maires où seuls les maires peuvent participer. On se retrouve à 49 autour de la table et il est vrai, je dis bien il est vrai, qu'un maire, une voix, quelle que soit l'importance de la commune. Alors vous avez le maire d'une commune de 100 habitants qui lève le doigt, qui demande à prendre la parole, il prend la parole, il s'exprime et les 48 autres écoutent. Et là, avec le bon sens qui est reconnu aux élus locaux, on arrive toujours à trouver un juste milieu. J'ai été à l'origine de l'écriture de la charte de cette métropole, dans lequel nous avons commencé par le début. Nous avons dit que la commune était la pierre d'origine de la métropole. Et donc les communes continuent à exister totalement. Mais nous trouvons intérêt à nous retrouver entre nous, à faire une cohésion sur toutes les compétences qui sont transversales. Si nous prenons les transports aujourd'hui, et là c'est une belle discussion aussi, nous n'avons pas fait de gratuité. Nous estimons que le transport coûte de l'argent à l'ensemble de la métropole, mais nous avons une tarification qui est à 1 euro ou 1,50 € pour le billet sur l'ensemble de la métropole. Que vous fassiez 1 kilomètre ou 100 kilomètres, vous paierez le même prix, justement pour faire du transfert modal, pour permettre justement au transport en commun d'être prioritaire. Donc la métropole est en priorité un territoire de cohésion, un territoire de solidarité. Cette réalité montagneuse, je vous l'ai dit tout à l'heure, existe, forte, très forte même, dans la mesure où nous avons justement des stations de sport d'hiver, nous on a un parc national, mais nous avons également avec j'allais dire, je parle des gouvernements et des États, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, je l'espère, mais en tous les cas, moi, le message que j'ai à vous faire passer, il est insuffisant aujourd'hui. Le traité d'Aix-la-Chapelle ouvre une perspective, mais depuis que l'Europe est créée, il aurait été bien que l'on avance davantage, plus fort et plus vite. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que nous avons, avec nos amis monégasques, alors Monaco n'est pas tout à fait dans l'Europe, géographiquement c'est sûr, mais légalement, institutionnellement parlant, c'est un autre territoire. Mais les Monégasques ont voté un budget de 4 millions d'euros, par exemple, pour la métropole et les communes qui ont été dévastées par la tempête Alex. On voit cette solidarité. De la même façon, nos amis italiens, de l'autre côté de la frontière, mais si vous voulez aller, par exemple, à Tende, dans le nord du département, vous passez par l'Italie, par chez nous, c'est plus court. Donc vous voyez l'imbrication des territoires et nous n'avons pas aujourd'hui de cellules transfrontalières dignes de ce nom. Nous avons, avec la métropole, passé un accord
avec l'Italie et Monaco. Mais nous n'en avons pas obtenu à ce jour la déclinaison, l'autorisation d'organiser avec l'État, avec les États. On n'est pas contre les États, on aime bien les États, mais on aimerait aller plus loin, plus vite. Monsieur Nègre, Et donc, il faut que je vous interrompe pour rester dans les temps, mais je vais revenir vers vous, hein, soyons clairs, parce que sinon, je on arrive. comprends. Non, 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 mais c'est malheureusement le cas. Mais vous dites des choses tout à fait passionnantes et quoi qu'on on aimerait bien revenir après sur cet espace de frontière montagneuse, parce que c'est quand même le transfrontaliera qui nous fait parler, et c'est la raison pour laquelle je vais avec grand plaisir voir Madame Anne Genevard, Madame la députée, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais surtout, vous venez de Franche-Comté, vous êtes députée du Doubs. Et donc, vous êtes frontalière avec un espace non européen, montagneux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous êtes d'ailleurs spécialiste de montagne depuis longtemps. C'est intéressant à comprendre. On parlait avec M. Le Breton tout à l'heure d'espace de vie, zone résidentielle, zone de production. Il y a des grands décalages entre l'espace de frontière au-delà de la Suisse et le vôtre. Comment on y travaille là-dessus, comment on travaille sur ces espaces de vie qui sont souvent différents par rapport à l'espace de travail et surtout quand on a de l'autre côté quelqu'un qui a tout à fait une autonomie différente par rapport à la vôtre. Donc voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est à vous, là aussi pour 7 minutes, évidemment. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, le Haut-Doubs est un territoire frontalier avec un pays non membre, ce qui fait qu'il existe tout un tas de partenariats avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec le Luxembourg, avec la Belgique, avec l'Espagne, que nous ne pouvons pas nous conduire avec un pays qui, certes, a des partenariats avec l'Union européenne, mais qui n'en est pas membre. Alors, c'est un territoire de montagne qui a la caractéristique, contrairement au territoire de Nice, dont je salue l'élu, d'être peuplé de communes de petite taille. Et la plus grande commune de ma circonscription, qui est l'essentiel du territoire frontalier de mon département, comporte 20 000 habitants. Donc, il est d'autant plus compliqué de bâtir des projets collaboratifs lorsque les collectivités sont de petite taille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un territoire de montagne, donc la montagne fait frontière et la montagne fait obstacle. Si bien que la question de la mobilité et de la traversée du massif est tout à fait essentielle. Car un massif qui n'est pas traversé, il est contourné. Donc depuis toujours, les habitants, les élus ont eu à cœur de travailler à la mobilité sur leur territoire, conscients qu'ils étaient que la prospérité naturelle d'un territoire frontalier ne se conçoit que s'il y a de quoi y circuler et de quoi le traverser. La caractéristique de notre territoire, comme vous l'avez dit, concerne les échanges pendulaires. C'est un territoire frontalier, transfrontalier, qui est traversé tous les jours par des milliers de travailleurs frontaliers, la Suisse étant le premier employeur de ma région. Donc, nous avons évidemment un destin commun. L'industrie suisse ne pourrait pas exister sans la main-d'œuvre française. Et la main-d'œuvre française ne trouverait pas de débouchés d'emploi dans des domaines très pointus et très spécialisés comme la microtechnique, le médical, l'aéronautique et bien sûr l'horlogerie, dont toutes ces spécialités sont une déclinaison, sans la Suisse. Donc nous avons ce qu'on appelle un destin commun qui fait que nous vivons une situation un peu particulière de spécialisation des espaces. On travaille en Suisse, on vit en France pour ce qui est des travailleurs frontaliers, car il ne faut pas oublier que sur nos territoires, nous avons nous-mêmes de l'activité, y compris d'ailleurs dans le domaine industriel. Ce qui caractérise également la situation de nos territoires, c'est l'asymétrie des réponses et des moyens. Chaque territoire a évidemment son histoire, son vécu, ses projets, ses modes de gouvernance.
Elles sont très différentes en Suisse et en France. C'est un pays cantonal, vous le savez, qui recourt à la délibération populaire à peu près sur tout, là où nous sommes un pays jacobin, centralisé, qui laisse un peu d'autonomie au pouvoir local, mais sans doute pas suffisamment du point de vue des pouvoirs locaux. Si bien que les réponses qui sont apportées à différents sujets sont tout à fait différents. Et on a peine quelquefois à compenser les déséquilibres. Nous sommes un territoire qui attire beaucoup de populations, victime d'une vision un peu Eldorado de la Suisse, si bien que cette population, elle arrive avec un haut niveau d'exigence en matière de services, en matière de logement. Voilà, quand vous êtes breton, vous habitez le Nord et que vous venez habiter dans la montagne du Jura, les premières chutes de neige sont un véritable drame national. Il faudrait pouvoir empêcher la neige de tomber avant qu'elle ne touche le sol. Donc c'était des moments que je redoutais lorsque j'étais maire. Des déséquilibres parce que on a à la fois la prospérité d'un territoire où le niveau d'emploi est bon, où le niveau de rémunération également est élevé, mais avec des contraintes pour les collectivités locales. Et si les travailleurs frontaliers sont bien payés en Suisse, les collectivités locales, en tout cas dans mon département, n'en sont pas pour autant plus riches, car nous ne percevons pas de la fiscalité des travailleurs frontaliers, contrairement au canton de Genève. Et asymétrie aussi des réponses, par exemple, là où nous mettons des décennies à obtenir un bout de route, un bout de 2 fois 2 voies, la Suisse est prête à engager des milliards de francs suisses pour améliorer la mobilité. Donc on voit bien que cette asymétrie, elle est problématique, hein, et elle ne nous met pas toujours en position de force pour répondre aux besoins des populations. Cela étant, et moi je plaide depuis longtemps pour qu'on reconnaisse la singularité des territoires frontaliers qui sont des territoires de prospérité, avec un bon niveau de revenus, qui ne concerne pas toute la population, hein, c'est aussi un facteur de déséquilibre, mais enfin, il y a un niveau de revenu par habitant qui est sensiblement plus élevé que la moyenne nationale, un bon niveau d'emploi quand on n'est pas touché par la crise du Covid. Et je plaide depuis longtemps pour qu'on entretienne cette prospérité. La tradition française a toujours été de panser les plaies, de s'attacher à réduire les inégalités, ce qui est bien normal, et je n'en conteste pas le principe, mais ça a été rarement de soutenir la prospérité des territoires pour qu'ils demeurent prospères. Et je trouve que de ce point de vue-là, les territoires frontaliers ne sont pas reconnus pour ce qu'ils apportent à la prospérité de la nation. Car tous ou presque sont des territoires prospères, soit en matière touristique, soit en matière économique générale. Donc on a beaucoup de mal à faire reconnaître depuis Paris les territoires frontaliers qui sont un peu exotiques. Ils sont exotiques en ce sens que la main-d'œuvre émigre, ce qui en soi est une singularité, et elle émigre non pas dans un pays low cost, mais dans un pays au contraire où le niveau de rémunération est supérieur, en tout cas pour ce qui est de la Suisse. Cet exotisme s'est traduit par les accords bilatéraux qui ont été conclus au niveau national sans que jamais les élus locaux n'aient été concernés. Or, ils en ont vu les effets immédiatement en matière d'afflux de population, de demande de logement, d'explosion du coût du foncier. Donc, on voit bien que voilà, c'est une vraie difficulté à faire reconnaître la singularité des territoires frontaliers dans ce qu'ils ont de puissant, de fort, et dans ce qu'ils ont aussi de fragile, car ils ont leur fragilité. Enfin, je voudrais terminer en disant que lorsque j'étais maire de Morteau, j'ai toujours plaidé pour des relations institutionnelles approfondies avec les Suisses, en dépit des difficultés que je viens d'exposer, mais compte tenu aussi de la dynamique que cela peut apporter. Et c'est ainsi que nous avons travaillé à l'élaboration d'un parc naturel. Donc les Suisses ont travaillé de leur côté, les Français du leur, avec en perspective la création d'un projet de parc transfrontalier, de parc naturel transfrontalier. J'ai créé une agglomération urbaine du Doubs avec mes homologues de la Chaux-de-Fonds et du Lot. Nous sommes la première agglomération transfrontalière
Sur la montagne du Jura, en nombre d'habitants, près de 70 000 habitants, sur des territoires contigus, mais avec des répartitions de population un peu différentes. Et nous sommes même dotés d'un outil de coopération internationale sous la forme d'un GLCT, d'un groupement local de communication territoriale. J'en arrête là. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Alors, vous avez mis sous la table un point de vue tout à fait intéressant parce que c'est un cas très spécifique qui va enrichir, à mon avis, la réflexion. Alors, après avoir parlé avec vous, je vais vers Patrice Vergrit, qui est maire de Dunkerque. Mais, Monsieur Vergrit, Monsieur le maire, vous avez aussi une histoire, comme nous tous, bien sûr, mais la vôtre est particulièrement intéressante pour cette discussion. Vous avez été directeur d'agence d'urbanisme. Vous êtes d'ailleurs le président délégué de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Vous avez donc une expérience du territoire. Vous êtes maire d'un territoire transfrontalier. Je sais que vous avez un avis partagé pour la coopération internationale, la coopération transfrontalière. J'aimerais bien avoir cet avis, quoique, hélas, en 7 minutes. Bonjour Giuseppe et bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Je renvoie le salut Louis. J'ai toujours eu le plaisir de venir chez toi à Nice. C'est vrai que mon histoire est un peu particulière avec la coopération transfrontalière puisque j'ai d'abord été directeur de l'agence d'urbanisme de Dunkerque, qui est finalement la structure qui est au cœur de la coopération transfrontalière ici dans la région de Flandre-Dunkerque. Et puis ensuite, je suis devenu maire de cette ville, président de la communauté urbaine, président du pôle métropolitain de la Côte d'Opale et puis co-président de la structure de coopération transfrontalière. Donc finalement, j'ai vécu dans ma vie les deux casquettes, finalement celle de l'outil technique qui devait aboutir à renforcer la coopération transfrontalière et puis ensuite finalement celui qui était chargé d'emporter la volonté politique. Cette expérience dunkerquoise, elle m'a effectivement avec cette double casquette, elle m'a appris plusieurs choses finalement dans l'expérience dunkerquoise. La première chose, c'est que finalement ici à Dunkerque, on était plutôt bien parti. On avait avec l'agence d'urbanisme développé des coopérations au-delà de la frontière avec les Flamands qui étaient des relations très nourries, très fraternelles et on se voyait très très souvent. Il y avait une excellente coopération. On avait commencé d'ailleurs à développer des groupes de travail, on avait rapproché des structures, les hôpitaux par exemple de part et d'autre de la frontière, les services de sécurité, jusqu'à même arriver à construire une expérience d'un événement à risque avec l'ensemble des forces de sécurité franco-belges. Finalement, il y a eu une première phase de cette histoire transfrontalière ici dans le territoire dunkerquois qui a été très riche, qui était informelle et qui a abouti finalement à la création d'un GECT assez rapidement. Je crois que c'était avec Lille l'un des deux premiers GECT créés en France, qui montrait effectivement la force de cette coopération transfrontalière qui était en place ici dans le nord de la France et à l'ouest de la Belgique. Et puis le GECT a avancé, je le disais, l'agence d'urbanisme qui était un peu la structure porteuse est même devenue membre de ce GECT aux côtés des collectivités locales, ce qui montrait à quel point la cheville ouvrière, l'outil était bien ancré dans la coopération transfrontalière. Et puis peu à peu, petit à petit, la volonté politique, les lourdeurs, l'absence peut-être d'adresse à la population. On a été peut-être incapable finalement d'aborder le thème de l'identité commune. On a peut-être travaillé entre élus, entre techniciens, en oubliant un peu la population, son quotidien. On n'a jamais finalement réussi à trouver les projets qui auraient pu rapprocher les populations de part et d'autre de la frontière. On est resté peut-être trop dans le champ technique. Et cette deuxième partie de la coopération transfrontalière, elle reste pour moi comme une déception. Donc la déception liée aux lourdeurs institutionnelles, le GECT a fait finalement qu'on s'est réunis 3 fois par an, mais on se réunissait pour se réunir, on faisait à chaque fois le bilan de la dernière réunion, mais enfin bon, à la sortie, peu d'avancée, à part les programmes Interreg, et j'y reviendrai. Volonté politique difficile parce que quand il y avait une élection en France et des élus tout frais, tout neufs qui avaient envie de bouger les choses, bah on n'était pas dans le même timing en Belgique, pas le même timing politique, pas le même jeu d'acteurs politiques au niveau des élections locales. On a eu du mal à se trouver, en tout cas à trouver une volonté politique au même moment. Et finalement,
de cette histoire récente, de ces 10 dernières années de coopération transfrontalière, hormis les projets Interreg, hormis l'accord finalement pour aller chercher des fonds européens pour avancer sur un certain nombre de sujets, peu de choses quand même très très concrètes. Donc si je devais vraiment faire le bilan de cette histoire de la coopération transfrontalière dans la région dunkerquoise, la Flandre occidentale belge et française finalement, je dirais un double enjeu finalement. Il faut, pour développer la coopération transfrontalière, un outil d'ingénierie technique fort, développé et structuré. Et par ailleurs, il faut une volonté politique qui s'appuie sur une volonté de construire une identité commune de part et d'autre de la frontière. Alors, je vais venir sur le premier aspect, l'ingénierie commune, parce que je l'ai vécu avec ma casquette de directeur d'agence. Et comme tu l'as dit, Giuseppe, maintenant je suis président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme avec mon collègue Jean Rotner. Nous sommes tous les deux coprésidents. Et c'est vrai que j'ai découvert à travers l'exemple dunkerquois, et c'est quand même un point positif à mettre dans la leçon de l'expérience dunkerquoise. On a trouvé là un outil d'ingénierie qui permettait de renforcer la coopération transfrontalière. Finalement, cette agence d'urbanisme, elle nous a permis de développer toute une réflexion sur les données transfrontalières. Vous savez, le rêve d'Eurostat était de réussir à construire des données convergentes à l'échelle européenne, mais c'est resté finalement largement au-delà du niveau local. Les agences d'urbanisme, en travaillant de part et d'autre de la frontière, ont réussi à nous donner en tant qu'élus un observatoire transfrontalier de notre territoire, ce qui manquait cruellement pour pouvoir avancer. Les agences d'urbanisme aussi ont permis de nous aider dans une vision, une prospective commune et a fait avancer un certain nombre de dossiers. Et puis, l'agence d'urbanisme a pu porter un certain nombre de projets Interreg que j'évoquais tout à l'heure, sur des problématiques de mobilité transfrontalière, sur des problématiques de marché de l'emploi transfrontalière. L'agence d'urbanisme a été la cheville ouvrière. Et c'est vrai que quand on regarde ce réseau, si je dépasse maintenant l'expérience dunkerquoise, quand on regarde ce réseau des agences d'urbanisme à l'échelle nationale en France, on s'aperçoit qu'il est très développé, mine de rien, dans les territoires transfrontaliers. Les Hauts-de-France, le Grand Est connaissent énormément d'agences d'urbanisme, mais c'est aussi vrai aux Pays-Bas, c'est vrai aussi au niveau de la Catalogne avec le côté français, et même, et je pourrais parler de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque Madame la députée est là, mais on peut dire aussi que les agences bretonnes et normandes travaillent aussi sur le transfrontalier aujourd'hui. Donc on voit finalement que ce réseau d'agences d'urbanisme aujourd'hui est à disposition du développement de la coopération transfrontalière et permettrait d'aller beaucoup plus loin. Alors, j'ai envie de dire, le message que je voudrais envoyer et qui est un peu un fruit de l'expérience dunkerquoise, en tout cas qui est pour moi une belle leçon de l'expérience dunkerquoise, la leçon positive, même si j'ai un regret sur le côté politique, une leçon positive de l'expérience dunkerquoise, qu'on a là un réseau d'outils en France qui pourrait nous permettre d'avancer. Avec la MOT, on veut faire fructifier ce capital qu'on a aujourd'hui en France avec ces agences. Et je pense, je m'adresse en particulier à la NCT, vous avez là aujourd'hui, Monsieur Le Breton, un réseau d'agences qui permettrait de développer la coopération transfrontalière, parce que bien développée à cette échelle, et qui, sur les différents domaines que je donnais tout à l'heure, permettrait aux élus de structurer un certain nombre de choses. Et comme l'a dit Louis tout à l'heure, il a parlé de la présidence allemande de l'Union européenne qui ouvre des perspectives en la matière. Je pense qu'au moment, la conjonction de ce réseau d'agences d'urbanisme, qui sont des outils qui permettent d'avancer les choses, la présidence allemande et un petit soupçon de volonté politique intelligente au niveau local, mais bon, là-dessus, on peut faire confiance aux élus locaux, tous ces ingrédients-là permettent de développer la coopération transfrontalière demain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je ne sais pas, Monsieur Nègre, si Nice est dans une agence d'urbanisme. Il ne me semble pas. Je ne sais pas s'il y avait là un message pour vous dire réaliser une agence d'urbanisme aussi à Nice, parce que ça pourrait vous aider dans vos rapports avec des Alpes-Maritimes. Magnifique, donc, voilà, je ne peux qu'encourager l'AFNO. J'en ai été membre et je ne peux que les encourager et les féliciter pour le travail qu'ils conduisent, parce que ça aussi, c'est un outil qui permet d'essayer, en tous les cas. J'ai bien compris les deux messages, mais c'est un bon outil.
Voilà. Il y a dans l'intervention de M. Vergrit tout un tas de questions que j'aimerais poser dès que possible à M. Le Breton, mais notamment sur les territoires de frontière à cheval, sur les observatoires, sur les données, etc. Et là, l'agence, à mon avis, a un rôle à jouer, probablement. Monsieur Patrick François, vous travaillez, enfin, on a parlé d'argent aussi avec M. Vergrit par rapport au financement dans ces territoires, comment gérer les actions, Interreg, etc. Vous êtes la Caisse des dépôts et des consignations et vous êtes surtout le directeur interrégional Grand Est. Alors, comment on voit la cohésion sur un territoire de frontière? Et j'aimerais bien souligner à tous nos intervenants que quand je parle de territoire de frontière, il y a deux versions à considérer, quoique à la fois Vergrit, à la fois Madame Genevard nous ont montré qu'il parlait de territoire à cheval. C'est-à-dire qu'il y a le territoire qui s'appuie sur la frontière et après il y a le territoire qui fait territoire avec les territoires de l'autre côté de la frontière. Il faudra réfléchir à une cohésion raisonnée des deux côtés. Voilà, vous comme caisse des dépôts, comment vous voyez la cohésion territoriale? Comment vous intervenez sur un territoire? Vous avez 150 kilomètres de frontière avec les Allemands. Comment vous 150, harmonisez 750, pardon, excusez-moi. 750. Donc, comment vous harmonisez tout ça? Comment vous mettez ensemble? Quelle est votre stratégie comme caisse de dépôt en ce cas-là, avec le but Alors, de la cohésion territoriale? merci beaucoup, QCP. J'entends très mal, donc j'espère si vous me faites des signes si je n'entends pas que vous souhaitez m'interpeller. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour en particulier, bien sûr, aux élus, mais à Yves Le Breton qui est et qui sera de plus en plus notre grand partenaire dans l'ingénierie territoriale. Et puis un petit bonjour particulier à l'élu du Grand Est qui est Alexandre Cassaro, le jeune maire de Forbach que je salue et qu'on va entendre avec grand intérêt tout à l'heure. Alors, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts traditionnellement, eh bien, elle intervient sur les territoires de tout le territoire national. Moi, mon territoire d'intervention, c'est l'ensemble du Grand Est, c'est-à-dire les 3 anciennes régions qui sont devenues la région du Grand Est. Et ma mission, c'est une mission d'intérêt général et une mission militante, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'intervention auprès des collectivités territoriales pour les aider à lutter contre tous les déséquilibres, toutes les fractures, la fracture territoriale bien sûr, la fracture sociale, la fracture économique, et aménager le territoire. Donc nous mettons des moyens considérables en ingénierie encore, et Dieu sait si vraiment on aura parlé déjà d'ingénierie en 3 quarts d'heure, ça ne manque pas semble-t-il. Alors en ingénierie, on en met beaucoup, on est des grands consommateurs d'ingénierie, et je crois pouvoir dire avec fierté que je suis le plus grand consommateur de France, des directions régionales en matière d'ingénierie pour accompagner les territoires dans leurs projets, mais également en financement. Et on met des financements considérables auprès des collectivités territoriales, sur les grands projets d'infrastructure, comme à travers le Grand Est, par exemple, la création de ce maillage exhaustif en très haut début de tout le territoire du Grand Est. C'est vraiment une première de dimension européenne. Dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures hospitalières, et puis dans le logement social, c'est considérable, et également, bien sûr, dans la section d'investissement de toutes les collectivités territoriales. Donc, on est le partenaire, oserais-je dire, par excellence des territoires, on les conseille, on les finance, et en plus, nous investissons, nous sommes des investisseurs dits d'intérêt général, comme le dit le petit panneau qui est derrière moi d'ailleurs, dit d'intérêt général, c'est-à-dire que on prend des participations comme un acteur privé dans des projets qui, sans notre présence, ne prendraient pas leur essor, n'accéderaient pas au jour. Et donc, c'est vous dire qu'on intervient sur de très nombreux domaines qui touchent à la transition écologique, à la mutation des entreprises, à la digitalisation, à l'accompagnement des personnes. Je ne vais pas vous faire une conférence sur la Caisse des dépôts, vous la connaissez certainement en grande partie, ou ça sera un autre sujet. Mais moi, je voudrais peut-être un tout petit peu casser l'ambiance. J'ai senti quelques nuances chez Louis Nègre et chez Monsieur Vergrit également à la fin de leurs propos. Tout ça, c'est bien d'avoir Nice, la métropole, d'avoir le territoire du Doubs avec une sorte d'équilibre bien compris entre la production horlogère d'un côté et puis la qualité de la main d'œuvre de l'autre côté. C'est bien d'avoir le parc du Mercantour, des projections en termes de parc, etc. Mais la vérité,
c'est que pour nous, qui sommes des investisseurs d'intérêt général et qui souhaitons développer les territoires dans leurs projets, eh bien, il est extrêmement difficile, mais vraiment, je pèse mes mots, extrêmement difficile de les accompagner dans de la coopération transfrontalière, parce qu'il y a très peu de sujets, à part de quelques très beaux sujets, alors quelquefois de transport pour aller emmener les migrants, assurer les migrations quotidiennes, transport ferré par exemple, ou de culture ou de patrimoine ou de loisirs, le parc national du Mercantour et son prolongement, par exemple. Voilà des très beaux sujets, mais on a de vraies difficultés à appliquer des politiques nationales et à les appliquer sur le territoire et à faire projet sur la bande territoriale qui longe la frontière. Et nous, à la Banque des territoires, nous pensons qu'une bonne partie de la relance du projet européen, elle se fera justement par la frontière, par la capacité des Européens à faire projet ensemble. Eh bien, je puis vous assurer, à travers mon expérience, qu'il est extrêmement difficile, voire parfois rare, on peut le dire, que l'on puisse développer de vrais projets avec des acteurs d'un côté et de l'autre qui s'associent et qui prennent une participation dans un projet d'entreprise, par exemple, ou dans un projet d'équipement. Par exemple, une EHPAD, un EHPAD, par exemple, ou du logement social, ou des espaces de coworking. C'est très difficile à monter cela parce que nous avons deux glacis juridiques d'un côté et de l'autre, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en France, qu'on soit en Allemagne, au Luxembourg ou en Belgique, c'est la même chose. Il y a des glacis juridiques, il y a des déséquilibres. On parlait tout à l'heure des migrations, ceux qui travaillent et qui habitent d'un côté et qui vont travailler de l'autre côté. Donc des vrais déséquilibres territoriaux qu'il faut traiter. Et il y a des déséquilibres d'ordre fiscaux également. Et tant que on n'avancera pas un peu, ou tant qu'on ne mettra pas peut-être en œuvre plus avant le projet qui découle de la révision du traité de l'Élysée, c'est-à-dire cette faculté que les préfets ont d'adapter le droit sur une bande territoriale limitée et de faire une sorte de clause de la nation la plus favorisée, en fait, pour permettre aux acteurs locaux de faire projet et d'adopter une règle commune de part et d'autre d'une frontière. Eh bien, tant qu'on ne fera pas ça, on aura du mal, à part quelques opérations emblématiques, et je pourrais vous en citer tout à l'heure, qui voient le jour, elles, mais qui ne font pas la réalité d'une construction transfrontalière, alors que certainement la relance du projet européen elle passera par là. Merci beaucoup, Monsieur François. Je pense que tout le monde voudra réagir à ce que vous venez de dire, mais d'abord, je passerai après Monsieur Le Breton. Oui, absolument. Monsieur Cassaro, vous êtes le maire de Forbach, mais vous représentez ici aussi les villes de France. Alors, j'aimerais bien que vous partiez de votre cas de Forbach pour comprendre un peu, voilà, les questions de l'observatoire, comme disait Monsieur Vergrit, quels outils vous mettez en place, mais aussi si vous voulez mettre en perspective par rapport à la question des villes de frontières et des villes dans le transfrontalier. C'est à vous. Oui, merci Monsieur Bettoni. En premier lieu, je souhaite remercier les organisateurs de ce forum, donc mission opérationnelle transfrontalière. J'aimerais aussi en profiter pour saluer tous les acteurs autour de l'écran en leurs grades et qualités. Alors, vous l'avez dit, je représente aujourd'hui Ville de France, donc l'association des villes entre 10 000 et 100 000 habitants, ainsi que leurs intercommunalités. Et je tiens à excuser donc l'absence de Carole Cailleux, qui en est la présidente, mais qui est aussi présidente de l'ANCT, dont le directeur Yves Le Breton est présent autour de l'écran. Pour information, c'est vrai que le transfrontalier est un sujet qui occupe beaucoup Ville-de-France, puisque il y a un groupe de travail Europe qui s'est mis en place au sein de l'association et qui travaille sur les activités des transfrontalières des différentes collectivités. Alors, ce que nous défendons avec Ville-de-France, c'est une Union européenne des projets et une Union européenne du concret. Parce que nous partons du principe que la construction européenne, ce n'est pas que l'affaire de Bruxelles.
La construction européenne, ça doit être la multiplication des coopérations transfrontalières sur l'ensemble du continent. C'est de cette manière que la construction européenne remportera l'adhésion de la population, et c'est de cette manière que nous n'aurons pas une construction européenne qui sera hors sol. En d'autres termes, il faut vraiment que nous fassions de ces espaces transfrontaliers de véritables laboratoires de la construction européenne. Alors, il est vrai que pour développer ces différentes coopérations, nous avons, nous, maires, élus locaux, un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition. Moi, j'en citerai trois. Le premier, c'est évidemment les GECT, les groupements européens de coopération transfrontalière. Le deuxième, ce sont les relations de ville à ville. Et enfin, le troisième, ce sont les coopérations au sein même de la société civile. D'abord, en ce qui concerne les GECT, c'est évidemment une création qui est assez récente dans l'histoire des collectivités, mais c'est évidemment une création qui est tout à fait originale et qui est importante parce qu'elle permet à un certain nombre de territoires de se fixer des objectifs et de mobiliser les moyens pour y parvenir. Ça peut être, par exemple, pour prendre l'objectif du GECT Sarre-Moselle, celui que je connais le mieux puisque Forbach en fait partie, on a mis en place une stratégie de marketing territorial commune. Voilà, c'est un acte concret sur lequel nous avons travaillé. Nous avons aussi travaillé sur l'offre de mobilité en mettant en place une ligne de bus de part et d'autre de la frontière qui facilite les transports de nos concitoyens en France et en Allemagne. Et puis évidemment, il y a tout un tas d'autres sujets qui peuvent être abordés dans le cadre de ces GECT, comme une politique culturelle commune et complémentaire, une politique touristique aussi, culture et complémentaire. Et si on prend toujours l'exemple de notre territoire, nous avons un tourisme industriel qui est très fort, avec notamment le musée de la mine, mais aussi le musée de la sidérurgie de l'autre côté de la frontière. Et donc, il y a des liens, des synergies qui peuvent se créer entre les deux. Je disais, le premier moyen GECT, le deuxième moyen, les relations de ville à ville. Et s'agissant des villes transfrontalières, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a des jumelages qui se créent avec les villes de l'autre côté de la frontière. Et ces jumelages, s'ils sont construits de manière suffisamment intelligente, ils peuvent déboucher sur des actes extrêmement concrets. Forbach, par exemple, est jumelé avec la ville de Völklingen depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, disons que le jumelage est tellement fort qu'il a débouché sur d'autres coopérations dont je parlerai tout à l'heure. Mais dans le cadre de ce jumelage-là, on peut aussi, encore une fois, développer le devoir de mémoire, développer l'offre culturelle, etc. Et au-delà de ces jumelages, il y a d'autres relations de la ville qui peuvent permettre notamment de développer l'apprentissage de la langue du voisin. Parce que pour développer les coopérations transfrontalières, c'est important que nos concitoyens puissent pratiquer la langue du voisin pour se déplacer plus facilement, pour accéder à l'offre d'emploi, etc. Et donc, il y a des villes, par exemple, qui ont mis en place des systèmes de correspondance entre écoliers. Voilà, c'est un acte concret et puis c'est une action qui est visible sur le terrain. Et donc, je le disais, si ces coopérations de ville à ville sont suffisamment mûres, eh bien, ces coopérations créent un écosystème extrêmement favorable qui permet ensuite à la société civile de développer d'autres coopérations. Et je prenais avant l'exemple de Forbach et Völklingen parce que depuis quelques années, grâce à ce jumelage, eh bien, il y a une coopération qui est née entre l'hôpital de Völklingen, le Herzzentrum, et l'hôpital de Forbach. Le principe est le suivant, un patient français atteint d'une maladie cardiaque peut être pris en charge à Völklingen. Donc, au lieu d'être transporté à Metz en 45 minutes ou à Nancy en 1h10, il est transporté à 20 minutes à Völklingen. Donc, et il a plus de chances de survivre. De la même manière, un patient allemand peut être pris en charge au sein de l'hôpital de Forbach pour une maladie neurologique.
Et donc, je pense que le volet sanitaire est évidemment un sujet sur lequel nous devons encore plancher davantage. Je prenais l'exemple de la coopération sanitaire, je pourrais aussi prendre l'exemple culturel. Nous avons à Forbach, par exemple, un théâtre avec une scène nationale, avec une programmation contemporaine. Et à Saarbrück, qui est la capitale des Landes de Sarre, à 5 minutes de Forbach, nous avons le Stadttheater, un théâtre national, avec une offre, une programmation qui est classique. Et donc là, encore une fois, ces deux offres qui sont complémentaires. Donc les deux théâtres ont mis en place une coopération qui permet aux spectateurs de pouvoir bénéficier des deux offres, donc de part et d'autre de la frontière. Et donc, vous voyez, c'est grâce à cet écosystème favorable que nous y sommes arrivés. Alors, bien sûr, c'est important, mais nous rencontrons aussi un certain nombre de contraintes dans le développement des coopérations transfrontalières. Alors, j'aime pas trop le mot contrainte parce qu'il a un aspect péjoratif, mais on pourrait parler d'axes de progrès. Le premier sur la coopération sanitaire, j'en parlais tout à l'heure, je pense que nous pourrions aller plus loin. Alors, je sais par exemple que le long de la frontière franco-belge, il y a eu à un moment donné la mise en place d'une zone organisée d'accès aux soins transfrontaliers. Pourquoi pas expérimenter cette expérience-là sur l'ensemble des zones frontalières de notre pays. Nous pourrions aussi aller plus loin. Il faut que je vous coupe la parole. C'est pas pour être mal poli, mais j'ai bien entendu, nous avons bien entendu effectivement les différents cas exemplaires que vous nous citez. Je vais revenir vers vous, mais parce qu'on a par contre le deadline, le mur de avoir à clôturer le reste, et donc je ne peux pas déplacer ce mur-là. Je vais tout de suite vers Monsieur Le Breton. Et ça parce que je pense que tous les intervenants quelque part ont un peu titillé le rôle de l'agence quelque part, surtout dans la vision du territoire. Voilà. Et je vous passe tout de suite la parole. Une réaction par rapport à ce que vous avez entendu et je me permets de rajouter une question de nos auditeurs qui est très spécifique. Comment assurer la cohésion du territoire nord-lorrain avec son voisin luxembourgeois? Je vous la pose parce que c'est spécifique mais en même temps argument général. Donc voilà, c'est à vous, je vous en prie. Très brièvement pour faire réagir les autres, évidemment. Merci beaucoup. Donc, quelques éléments, effectivement, en remerciant chacun des intervenants pour l'intérêt de ces prises de parole, parce qu'on voit bien les différents sujets sur lesquels la NCT peut se positionner. D'abord, sur la question des partenariats, parce que on a bien vu au travers des différents intervenants que un des moyens principaux d'action sur ces territoires, c'est la mise en œuvre de partenariats, qu'ils soient partenariats nationaux ou transnationaux. Donc, je voulais, de ce point de vue, rassurer Monsieur le Président délégué sur la relation entre la FNO et la NCT, puisqu'on vient de signer une convention donc, avec son président, donc Jean Rotner, qui est par ailleurs membre de notre conseil d'administration. Donc, c'est bien aussi reconnaître le rôle que les agences d'urbanisme peuvent jouer en la matière, que ce soit d'ailleurs sur les secteurs frontaliers, vous l'avez dit, ou sur l'ensemble du territoire national, puisque c'est un outil qui est développé et auquel les services de l'État font régulièrement usage. Je crois aussi que dans la logique de la NCT, il s'agit de tirer profit des territoires, de leurs atouts, de leurs contraintes, enfin tout ce qui a été expliqué. Et quand Madame la Présidente Genevard a expliqué que les territoires frontaliers sont des territoires de prospérité, c'est vrai. Et on pourra, peut-être, je répondrai en 2 mots sur la question du Nord-Lorraine, mais prudemment, parce que c'est un sujet que je pense que le directeur de la Caisse Grand Est connaît aussi parfaitement, mais c'est un sujet que nous avons assez bien identifié. Donc, les besoins d'ingénierie, je crois qu'on les résout avant tout par du partenariat. La question de la relation avec l'Union européenne est pour la NCT aussi fondamentale. Vous savez que l'Agence nationale de cohésion des territoires et Autorité nationale de coordination, donc sur les fonds structurels FEDER et FSE en particulier, et sur les programmes interrégionaux. Donc c'est vrai que nous avons, nous, une activité très, très intense, à la fois avec la Commission européenne et avec les autorités de gestion que sont les conseils régionaux, et avec les autorités de gestion sur les programmes interrégionaux, pour pouvoir les orienter sur des projets concrets. Hein. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Patrick François sur la question de la nécessité d'avoir des projets aussi qui permettent de justifier l'intervention des pouvoirs publics.
Alors, les obstacles, on les a entendus aussi au travers des différents propos, bon, notamment la question juridique. Hein, je reprendrai le terme de glacis juridique, c'est-à-dire qu'effectivement, le droit n'est pas le même d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc ça, c'est un postulat. Il faut en savoir en tenir compte. Donc c'est pour ça, pour nous à NCT, je crois qu'il y a deux niveaux d'approche que je caricaturerais en disant il y a ce qui est frontalier, c'est-à-dire national, qui relève, je dirais, de la gestion au plan national de conséquences du phénomène frontalier. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, quand on le disait tout à l'heure, les travailleurs frontaliers qui travaillent d'un côté de la frontière et qui vivent de l'autre côté, ça a des conséquences très très concrètes sur les prix de l'immobilier, sur la nécessité de création de logements, etc. Donc nous voulons mettre nos outils donc à disposition de ces problèmes concrets. On a plusieurs moyens d'intervenir. Des programmes, je pense à Action Cœur de Ville, que monsieur le maire de Forbach connaît bien, hein, donc, qui a été fortement porté par Ville-de-France. Mais aujourd'hui, Petite Ville de demain, qui est un programme qui est désormais lancé depuis le mois d'octobre, et où cette problématique frontalière va être très présente sur un certain nombre de villes qui sont dans ces territoires. Comment penser la revitalisation d'un centre-ville en zone frontalière en tenant compte aussi de flux qui peuvent être différents et qui peuvent être d'ailleurs plus importants quand on est en zone frontalière que quand on ne l'est pas. Enfin, en tout cas, pour nous, ça c'est vraiment un angle d'approche majeur, c'est pouvoir mettre nos outils, nos programmes, notre ingénierie spécifique aussi sur des problèmes complexes. J'évoquais tout à l'heure le sujet de la ville de Modane parce que c'est un des sujets qu'on a eu à traiter en 2020 et qu'il est paradoxal par rapport au thème que vous avez choisi. C'est-à-dire que c'est la disparition de la frontière en fait qui a créé quelque part la reconversion du territoire. Mais c'est autant de territoires frontaliers, autant de problématiques spécifiques que la NCT doit pouvoir traiter aussi en lien avec les opérateurs locaux, en lien avec les acteurs locaux de manière spécifique. Alors, le sujet du Nord-Lorraine, par exemple, est un sujet intéressant parce que c'est à la fois un sujet de relation État à État entre le Luxembourg et la République française. C'est à la fois aussi un sujet très concret d'organisation des collectivités locales et de réponse à des problèmes concrets qui leur sont posés. Donc, pour le sujet de cohésion, donc j'ai pu il y a quelque temps échanger avec des responsables des métropoles, dont la métropole Nord-Lorraine. Je crois qu'il y a un espace en tout cas qui est intéressant à travailler. C'est un des sujets sur lesquels on souhaite s'investir. Il y a eu un contact il y a peu de temps avec la préfète de région Grand Est et les deux collègues préfets de Moselle et de Meurthe et Moselle pour envisager avec eux l'étude de besoins pour qu'on sache comment et sous quelle forme la plus efficace la NCT, en lien avec les acteurs locaux, peut intervenir sur ce sujet, qui est effectivement un sujet que nous avons identifié. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton, c'était tout à fait clair. Alors, j'aimerais bien entendre Monsieur Nègre. C'est pas un deuxième tour de table, hein, soyons clairs. C'est vraiment, je cherche un peu vos réactions. On vous a pas trop entendu sur la question transfrontalière. Par contre, on vous a clairement entendu sur la diversité de votre zone métropolitaine par rapport à Nice, par rapport à la zone rurale. Comment vous vous appuyez, d'ailleurs, si vous vous appuyez sur le transfrontaliera pour développer la cohésion de vos territoires de montagne? Est-ce que vous le faites? Comment vous le faites? Quels outils vous utilisez? Mais je parle vraiment de la zone de montagne par rapport au transfrontaliera. Oui. On a un exemple concret avec un CGECT, avec le parc des Mercantours et le parc des Alpes-Maritimes. Donc, nous en avons. Nous venons de faire voter au Conseil métropolitain une stratégie transfrontalière que nous proposons avec Monaco et avec l'Italie. Mais j'en profite pour rebondir parce que moi, vous savez, j'ai été sénateur et je pense que d'abord, l'essentiel, c'est d'abord la volonté politique. Vous avez le traité du Quirinal à l'heure actuelle, par exemple. Bon, eh bien, on sent bien cette valse-hésitation, une fois un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, il nous faut des politiques qui aient envie de davantage d'Europe. Parce que sinon, tout le reste va rester, je dirais, lettre morte. Alors, j'ai une proposition à faire. J'ai la chance d'avoir monsieur le directeur général Le Breton en face de moi et c'est lui qui est chargé de la cohésion des territoires. Vous voyez, nous, les métropoles, on est une métropole dans laquelle on essaie de faire avancer les choses et donc on constate que dans les instances de direction d'Interreg, il y a les régions, il y a les départements, vous direz les départements, ils sont issus de la Révolution, donc ils ont quelques années d'âge, mais les métropoles, c'est tout nouveau.
et n'y sont pas. Donc, j'ai une proposition, une demande très concrète. Si nous voulons davantage, effectivement, faire du transfrontalier, j'allais dire basique, pouvons l'existence en marchant. Nous sommes prêts, vous l'avez entendu autour de cette table, on est chaud bouillant, j'allais dire, pour aller de l'avant. Bon, et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on se heurte à une ligne Maginot, au glacis. J'adore le terme, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai besoin qu'on fasse sauter ces glacis-là et que vous nous aidiez. Par exemple, monsieur le directeur général, voilà un exemple concret. On pourrait en citer d'autres. Par exemple, le fait de pouvoir créer entre l'Italie, Monaco et la France un groupe de travail de coordination avec l'État. Bon, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne rejette pas l'État. Je suis un Girondin qui pense que le principe de subsidiarité a toute sa place. Bien, mais je considère que l'État a aussi toute sa place. Donc, il n'y a pas de problème chez moi. Simplement, je dis à l'État, lâche-nous les baskets. Bon, et laisse-nous, fais-nous confiance. Laisse-nous travailler. Nous sommes entre élus locaux, nous sommes élus du peuple. En général, c'est des gens plutôt sérieux, en général. Hein. Bon, et donc, il faut que l'Europe fasse confiance et les États nationaux fassent confiance à ces élus locaux. Et donc, dans ce domaine, je souhaiterais que l'on puisse établir un comité de liaison, de coordination, qui puisse nous permettre, enfin, de discuter, j'allais dire légalement, sans se cacher, parce que on a des relations de temps en temps, mais on nous dit il faut passer par le Quai d'Orsay. Bon, très bien, moi je veux bien. Bon, mais il ne s'agit pas de déclencher une guerre atomique. Hein. Il s'agit simplement, en mobilité, de passer la frontière et d'aller voir à côté. Nous avons de gros problèmes chez nous. Nous avons un problème sanitaire, par exemple, de pollution de l'air. Nous avons également dans ce domaine un problème d'environnement. Nous avons des problèmes, vous avez vu avec la tempête Alex. Bref, il y a mille choses à faire. La tempête Alex a mis vraiment en lumière tout un tas de fragilités là où on ne les avait pas vues. Madame Genevard, est-ce que vous, à la frontière avec la Suisse, où Monsieur Le Breton même a souligné aussi certaines différences, donc certaines difficultés à travailler sur des territoires comme le vôtre, est-ce que vous avez entendu ce que les autres ont proposé? Qu'est-ce que vous voudriez bien rajouter ou du moins quelles idées vous pouvez retenir ou mettre sur la table? Bon, tout d'abord, je partage je partage le point de vue de Patrick François sur la difficulté à bâtir des projets. Et au fond, les projets qu'on arrive à bâtir, ce sont ceux qui sont faits en locaux et qui sont généralement de petits projets. Parce qu'il y a une telle dissymétrie avec un pays non membre comme la Suisse qu'on peut difficilement bâtir des projets révolutionnaires. Deuxième difficulté, c'est la sortir du constat. Tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, nous nous le disons depuis longtemps. Donc, passer du constat au projet, je trouve que c'est une des difficultés quand on parle de transfrontalier ou de frontalier. Troisièmement, difficulté à faire reconnaître la particularité de ces territoires, tout à fait singuliers. Et je donnerai deux illustrations. La question de la mobilité, qui est essentielle dans les territoires frontaliers qui sont généralement de montagne, et la question financière. Vous voyez, le fonds de péréquation, le FPIC, que les élus locaux connaissent bien, nous, on n'est pas très riches et pourtant on se ruine en fonds de péréquation. Pourquoi? Parce que les critères qui fondent la contribution au FPIC sont assis sur le niveau de revenus d'une partie seulement de la population frontalière qui travaille en Suisse et qui, par le jeu de la monnaie, gagne mieux sa vie que les travailleurs français. On n'arrive pas à faire reconnaître nos difficultés. La spécialisation des espaces est une fragilité, c'est pas un atout. Mais on n'arrive pas à faire advenir un nouveau modèle. Alors moi, je fais une suggestion, puisque vous m'y invitez. 3 sujets, pour moi, sont prioritaires sur mon territoire. La question de la mobilité. On ne sait plus vivre dans nos territoires complètement
embolisés par les difficultés de circulation. La question de la formation, je pense qu'il y aurait des coopérations très fructueuses parce qu'on a de très bons outils de formation de part et d'autre qui pourraient être mieux complémentaires. Et autre domaine de coopération possible, la santé. Parce qu'il y a des hôpitaux qui sont plus proches du côté suisse que du côté français. Et là, on se heurte à des difficultés administratives sans nom. C'est très intéressant. Bon, c'est vrai, on me fait remarquer quand même que c'est vrai qu'il y a des problèmes de difficultés à projet, mais il y en a quand même qui sont gagnants. Dans votre cas, il y a le Le Mans Express qui est franco-suisse. Il y a des cas aussi comme la centrale de Fessenheim. Je veux dire, il y a une difficulté et ce serait bien de savoir comment, Monsieur Le Breton, vous pensez pouvoir intervenir. Je reviens vers vous parce que je sais que vous voulez nous quitter à un moment donné. Alors, encore une dernière réaction par rapport à ce que vous voulez entendre et surtout, comment on intervient. Est-ce qu'on peut vraiment intervenir sur ce type de situation? Quel outil surtout on met en place? Est-ce que vous pouvez modifier, après la demande de M. Nègre, des choses très concrètes qu'on puisse faire là-dessus? Alors, pour ce que disait le président Nègre tout à l'heure, donc rappelez que France Urbaine, donc, qui représente les métropoles, est partie prenante de mon conseil d'administration aussi. Donc, c'est des sujets que le conseil d'administration a vocation aussi à pouvoir connaître. Donc, pour la constitution des comités directeurs au sein d'Interrex, on va regarder, parce qu'effectivement, une métropole comme celle de Nice, qui a repris des compétences donc héritées de plusieurs niveaux de collectivités en France, aurait vocation effectivement à être partie prenante de cette coopération. Donc ça, c'est un sujet qu'on va regarder de près pour pouvoir effectivement vous donner une réponse précise. Pour ce que disait Annie Genevard tout à l'heure, bon, ça, c'est des sujets qui sont de manière générale au cœur, je dirais, des préoccupations des territoires, frontaliers ou pas, les sujets de mobilité, sujets de formation de santé. Mais c'est vrai qu'ils ont une acuité toute particulière quand ils se posent sur des territoires où les mobilités pendulaires, par exemple, sont très importantes. On évoquait le Nord-Lorraine tout à l'heure. On sait que c'est un sujet majeur d'encombrement des voies routières et de liaisons ferroviaires et sur tous les autres territoires en question. Je pense que c'est la même chose. Là où je suis moins à même de pouvoir vous répondre, c'est sur les questions de l'État régalien, parce qu'il faut être très clair. En tant que directeur général de l'ANCT, je suis directeur général d'un opérateur public, établissement public, et donc les sujets régaliens ne sont pas de ma compétence. Je les prends comme des postulats. Enfin, il faut dire les choses. Donc, notamment la question de la frontière franco-italienne, a fortiori dans le contexte que nous connaissons, c'est un sujet qui, par définition, est un sujet qui relève de l'État dans son sens plein et entier du terme, c'est-à-dire notamment la question de la souveraineté et de la protection. Moi, ce que je peux répondre, c'est sur les sujets, donc notamment frontaliers et transfrontaliers, dans ce qu'ils ont d'assez concret. Et les outils que je peux proposer, c'est des outils qui sont des outils de droit commun au sein de la NCT. Donc, j'ai évoqué les programmes comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, les sujets aussi, l'aide à l'ingénierie qui prend un relief tout particulier pour les collectivités locales frontalières, et puis les sujets aussi de contractualisation. Et ça, c'est un sujet qui a été évoqué, mais qu'on peut aussi un peu développer. C'est dans ce qui a été dit, il y a à la fois aussi la question de la contractualisation transfrontalière, mais y compris sur les espaces frontaliers. Je pense qu'on peut imaginer des contrats à façon qui permettent de prendre en compte spécifiquement ces sujets frontaliers, parce qu'il y a des réalités qui sont des réalités particulières. Le gouvernement, donc, à l'instigation du Premier ministre, a évoqué des contrats de relance et transition écologique, qui sont des contrats à vocation globalisante, pour évoquer toutes ces questions qui ont été mises sur la table cet après-midi. Et je pense que ça peut être aussi des outils intéressants de dialogue entre les représentants territoriaux de l'État, les collectivités territoriales, autour de projets concrets portés par les collectivités. Et je voulais juste vous rassurer sur un point, j'ai réussi à me débrouiller, donc je suis avec vous jusqu'au bout de la table ronde. Ah, magnifique, très bien. Alors, Monsieur Vergrit, Monsieur le maire, j'aimerais bien d'abord
une réaction par rapport au cas que vous devez conduire en tant que maire, et surtout vu aussi du point de vue de l'agence d'urbanisme. D'ailleurs, j'ai pas mal de questions par rapport à cette question de l'agence d'urbanisme. Par exemple, comment les rendre vraiment transfrontalières alors qu'on arrive à les exporter à l'international. On fait des agences d'urbanisme en Afrique, en Amérique latine, on en fait à Bruxelles, on espère en faire même une en Italie tôt ou tard, mais est-ce qu'on pourra voir le maire de l'autre côté de la frontière financer et être partenaire comme vous le êtes dans votre agence d'urbanisme au même titre? Ça serait une première question à comprendre parce que c'est une cabine de régie assez intéressante. Et après, vous avez soulevé vous-même des questions importantes, la question de l'identité. Oui, mais comment on l'a bâti une identité transfrontalière? Est-ce que vous avez des outils là-dessus? Et quelles sont les autres solutions plus adaptées pour mettre en place une coopération transfrontalière sur votre territoire d'Encore-quoi, mis à part évidemment le GECT. Ah, ça, c'est tout un tas de questions, mais là, on peut revenir. Hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout maintenant. Non, mais je vais répondre effectivement à vos questions en rebondissant sur ce qu'a dit Monsieur Patrick François sur les projets et donner un peu mon sentiment et la façon dont je vis les choses sur finalement pourquoi Monsieur François a ce sentiment aujourd'hui. Je pense que dans sa tête, quand il dit projet, il parle investissement. Et en fait, aujourd'hui, le transfrontalier n'est pas à ce niveau de maturité. En fait, on fait deux choses dans le transfrontalier. Quand on essaie de bien le faire, on essaie d'abord de construire une identité commune parce qu'il faut dépasser les frontières nationales qui sont extrêmement structurantes dans nos têtes. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une vingtaine d'années, je regardais un match de Ligue des champions de football à la télévision qui était Marseille contre Bruges. Et à la mi-temps du foot, j'étais content parce que Marseille était en train de gagner. Et puis je réfléchis 30 secondes, je dis mais t'es vraiment con. Bruges est à 30 minutes de chez toi, tu peux aller voir les matchs de Ligue des champions et t'es en train de soutenir Marseille où t'as une fois dans ta vie foutu les pieds. Bon. Eh ben je soutenais Marseille. Ça, c'est des éléments d'identité extrêmement puissants qu'on a en France avec la langue, avec notre histoire commune. Et donc, quand on veut faire du transfrontalier, là, sérieusement, la première chose à faire, c'est comment on dépasse ça. J'ai fait une erreur sur le transfrontalier. Ce que j'aurais dû faire, c'est un match de foot entre Bruges et Dunkerque et chaque année offrir une coupe au vainqueur. C'est ça que j'aurais dû faire dans le transfrontalier et que je vais essayer de faire dans les années qui viennent. S'attacher à construire une identité commune, un destin commun. La deuxième chose, monsieur le maire de Forbach l'a dit, qu'on essaie de faire quand on essaie de bien faire du transfrontalier, c'est de la cohérence. C'est-à-dire finalement, on a des équipements touristiques de part et d'autre, on essaie de les réunir dans une politique touristique commune. On a des équipements culturels de part et d'autre, on essaie de les réunir dans une politique culturelle commune. On a des structures qui s'occupent de la sécurité de part et d'autre de la frontière, on essaie de les faire travailler ensemble dans une politique commune. Le problème, c'est que les deux choses que je viens de vous dire, ça génère pas de l'investissement. Construire de l'identité commune, c'est de la fête, c'est un match de foot, c'est une compétition de vélo, c'est je ne sais quoi encore. Et produire de la cohérence, c'est du soft. Voilà. Aucune histoire transfrontalière n'a abouti finalement au niveau supérieur qui consiste à dire j'ai construit mon identité commune au point que je vais avoir un club de foot commun et donc un stade commun. D'ailleurs, la France ne l'autorise pas. Un club de français de football n'a pas le droit de jouer dans un stade à l'étranger. Quand on parlait de l'État régalien tout à l'heure, c'est quand même un scandale. C'est quand même un scandale. On n'est même pas capable, aujourd'hui, si on réussit à construire une identité commune, à pouvoir construire un stade commun, parce que le lieu du stade définirait le championnat dans lequel on doit jouer. Donc, comme quoi, on est encore loin aussi dans notre mentalité nationale à accepter finalement les territoires transfrontaliers. Alors, j'en viens à votre dernière question et je finirai là-dessus. On parlait tout à l'heure d'agence d'urbanisme transfrontalière. Oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Il faudrait d'ailleurs aller au-delà de l'agence d'urbanisme. On construit, et monsieur Patrick François le sait très bien, parce qu'on le fait avec la Banque des territoires aujourd'hui. On fait des foncières, par exemple, aujourd'hui sur les territoires, des foncières commerciales, par exemple, des choses comme ça. La Banque des territoires soutient ces démarches de collectivités locales. Mais pourquoi on ne les fait pas à l'échelle transfrontalière? Ces foncières doivent être diversifiées dans leurs actifs.
on aurait une chance unique à réussir à diversifier les actifs en le faisant de part et d'autre de la frontière. Eh ben non, eh ben non. Aujourd'hui, quand on pense des foncières commerciales, on pense diversification d'actifs en allant chercher du tertiaire. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, effectivement, créer des structures communes, des agences d'urbanisme transfrontalières, des foncières commerciales et tertiaires transfrontalières, et même je pourrais continuer, moi ici, mon terminal méthanier, il est maintenant géré par une structure dont l'actionnaire principal, ce sont les collectivités belges. Eh bien, si on avait réussi à faire que les collectivités françaises et belges partagent l'actionnariat de cette structure qui maîtrise mon terminal méthanier sur la transition énergétique, on aurait eu là aussi un élément d'un destin commun. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller construire ces outils communs. Alors, d'abord, monsieur François, cette question du foncier, je pense qu'il vient pratiquement vous tendre la perche. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ah oui. Donc, Je saisis l'occasion. D'abord pour dire à Patrice Vergret combien je suis d'accord avec lui. Il faut de l'immatériel, de l'envie d'être ensemble avant de faire projet et d'imaginer des investissements. Totalement d'accord avec lui. Mais par exemple, les foncières, comme le disait Monsieur Le Breton tout à l'heure, nous sommes, et la cité l'est également, mais nous sommes à la Banque des Territoires parmi les acteurs principaux d'Action Cœur de Ville, de territoires d'industrie, de petites villes de demain. Nous accompagnons en ingénierie, en financement, en fonctionnement et en investissement. Mais les foncières communes, mais chiche, allons-y. Moi, je suis absolument d'accord, mais je vous raconte une petite histoire. Fessenheim, nous avons eu à accompagner le démantèlement de la centrale de Fessenheim, qui est partie d'une génération. J'ai proposé, enfin, je ne devrais pas dire mais c'est un peu ça, j'ai proposé, alors que nous avions un vrai problème de territoire, de créer une SEM, et pas simplement une SEM, mais une SEM binationale, franco-allemande, pour gérer la reconversion de ce territoire et proposer par la même occasion de franchir le Rhin et d'avoir un outil commun qui soit capable d'intervenir en aménagement et ensuite en investissement sur des fonciers des deux côtés du Rhin. Eh bien, je puis vous assurer, alors on est en train d'arriver, mais ça aura pris 1 an et demi de travail, de conviction et d'accompagnement de l'État. Il faut dire que les représentants de l'État ont cru, et les ministres qui sont passés, qui sont succédés depuis Monsieur Lecornu, y ont cru, et on a commencé à mettre le pied dans la porte. On a simplement 10% du capital de cette SEM qui est consacré à des acteurs allemands et 90% à des acteurs français. Voilà la difficulté. C'est que tout est très difficile au plan juridique et au-delà du plan juridique, dans les têtes. Dans les têtes, c'est très difficile d'imaginer, de faire véritablement des projets communs, de bâtir les outils adéquats pour ces projets et d'imaginer que ces territoires sont des territoires communs. Monsieur Cassaro, merci Monsieur François. Monsieur Cassaro, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez entendu? Bon, surtout que vous êtes dans un territoire qui n'est pas loin de celui qui est nommé par Monsieur François. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous avons évoqué au cours de cette table ronde un certain nombre de sujets. Nous avons notamment évoqué les contraintes à lever, les axes de progrès pour développer les coopérations transfrontalières, mais in fine, et là je vais rejoindre ce que disait la députée Genevard tout à l'heure, il ne faut pas oublier tout de même que la coopération transfrontalière permet in fine constitue une véritable opportunité pour nos territoires. D'abord, il faut savoir que la coopération transfrontalière permet la promotion du savoir-faire français. Il y a quand même un certain nombre d'intercommunalités en frontière dont le nom est Porte de France. Parce que de cette manière-là, ça permet de promouvoir ce savoir-faire français vis-à-vis de nos voisins proches, et il est très attractif. Cela permet aussi, je le disais tout à l'heure, d'être évidemment un laboratoire de la construction européenne, mais il permet aussi de faire rayonner nos territoires. Et là, je vais prendre un exemple très concret sur le Grand Est. Une région comme le Grand Est aujourd'hui, au sein de cette région, les métropoles pèsent. Strasbourg, Metz, Nancy, Reims.
mais des villes comme Thionville ou comme Forbach peuvent être à la marge. Sauf que la proximité de Thionville avec Luxembourg, la proximité de Forbach avec Sarrebruck, eh bien, permet à ces territoires, eh bien, de rayonner, d'être raccrochés à une autre dynamique métropolitaine, mais qui est en dehors du territoire français. Et cela, évidemment, eh bien, l'État doit le prendre en considération pour le développement de nos territoires. Madame Genève, j'ai une question qui me semble très directe. Pourquoi il n'y a pas, je veux dire, les sujets transfrontaliers, par qui sont portés aujourd'hui? Effectivement, qui suit des dossiers aujourd'hui à niveau transfrontalier sur des questions de santé, de transport? Qui fait, par exemple, dans votre cas, le lien entre France et Suisse? Alors d'abord, ce sont des coopérations locales. Le GLCT a été créé par des élus locaux de France et de Suisse. Sur les questions de mobilité, nous avons les Français et les Suisses, notamment sur le train transfrontalier qui avait un problème de mise aux normes, contacté nos propres tutelles. Enfin, les tutelles, le terme est impropre, nos partenaires, c'est-à-dire l'État et la région. Mais il est clair que s'il n'y a pas de dynamique locale, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité des territoires frontaliers. Donc, inlassablement, nous rappelons que il faut porter à ces territoires une attention spécifique. Je ne dis pas démultiplier par rapport à d'autres, mais je dis spécifique parce qu'ils sont tout à fait particuliers. Alors, désormais, il y a dans les régions des ambassadeurs, si vous voulez, des diplomates régionaux qui sont supposés traiter ces questions-là avec leurs homologues. Ça fonctionne plus ou moins selon la qualité des hommes qui portent cette fonction. Donc, pour l'instant, le bon échelon d'interlocution, c'est le préfet, parce que le préfet s'intéresse à ces questions, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ce devrait être le SGAR. Le SGAR n'y attachait que relativement peu d'importance. Donc, on est en peine, effectivement, d'interlocuteurs. C'est trop laissé à la bonne volonté des uns et des autres. Si les élus locaux s'y intéressent, tant mieux. Et je rejoins ce qui a été dit sur les petits projets qui donnent du corps, un peu de chair à ces relations transfrontalières. Nous faisons, par exemple, sur des produits emblématiques comme l'absinthe. On a une route franco-suisse de l'absinthe qui marche très très bien. Hein, donc je crois effectivement, mais ça reste quelque chose d'un peu folklorique malgré tout. Il faut qu'on arrive à faire du transfrontalier sur le noyau dur, que sont la question de la mobilité, que sont la question des partenariats économiques. On est sur des modèles qui, à terme, sont condamnés. Les emplois sont ici, les résidences sont là, et on met tout le monde sur la route. Enfin, à l'ère de la lutte contre le réchauffement climatique, on sait que c'est un modèle qui à terme est condamné. Pourquoi pas imaginer des espaces de collaboration économique? Mais ça reste, avec la Suisse en tout cas, extrêmement, extrêmement difficile. Je pense qu'il y a un domaine où la collaboration économique est plus facile, c'est le domaine touristique. Parce que on a, au fond, on peut exploiter la frontière. La frontière, on cherche à l'effacer, on peut aussi la valoriser. Elle peut être intéressante comme un outil de... je veux dire, quand on est en France et qu'on passe en Suisse, on n'a pas envie de retrouver en Suisse ce qu'on a en France. On a envie de l'exotisme suisse, comme quand on est en Suisse, on a envie de l'exotisme français. Donc la frontière, elle est aussi un espace de franchissement qui a toute sa valeur en termes touristiques. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin. J'ai énormément de questions, ça pour vous donner l'idée à quel point cela a intéressé tout le monde. Et je vous remercie pour avoir été si intéressant et tellement de choses encore à discuter. Je vous dis à la prochaine fois. Nous allons continuer encore cette soirée. Nous arrivons à la conclusion. Je remercie donc nos invités. 5 minutes de pause et nous nous retrouvons pour la clôture de ce premier Borders Forum. Et merci encore à tous.